Somnifère, le podcast. Le souvenir est le parfum de l'âme. Écrit George Sand. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 31 mars et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire d'un homme qui se remémore les souvenirs de sa petite enfance passée en Italie. C'est une nouvelle de Guillaume Apollinaire intitulée Giovanni Moroni. Et juste avant cela, pour accompagner ce récit, notre séance de relaxation autour des souvenirs d'enfance. Un bonne nuit tout spécial ce soir à Volodia de Bordeaux, Élise du Puy-en-Velay, Anissa, Marie et Djibril de Paris, Issa de Saint-Quentin en Yvelines, Déborah de Herzliya et Mathilde de Boussac. Et merci d'avoir partagé Somnifère sur vos réseaux sociaux. Plus d'infos en description de cet épisode. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Pendant un court instant, contemplez simplement votre présence sur le matelas et le rythme de votre respiration. À présent, on va détendre et relâcher tous les petits muscles, notamment ceux du front, de la mâchoire et des épaules. Je vous laisse un petit instant pour faire en sorte que votre corps soit parfaitement détendu et relâché. À présent, je vais vous demander de penser à votre enfance, uniquement les souvenirs heureux, en occultant tout le reste, et de créer une image dans votre esprit de la petite fille ou du petit garçon que vous étiez. Je vous laisse un court instant pour le faire. Imaginez votre visage, vos yeux, votre bouche, votre posture. Prenez un moment pour imaginer cet enfant et les expressions de son visage, son sourire, son rire très naturel, son visage lorsqu'il s'étonne. Je vais vous demander maintenant de penser à un souvenir d'enfance, une situation, un voyage, un événement heureux ou une personne qui vous a particulièrement marqué. Ce peut être un séjour en colonie de vacances, ce peut être un soir de Noël, un anniversaire ou une activité que vous aimiez pratiquer. Je vous laisse quelques instants pour y songer, tout en portant votre attention sur votre respiration. Notez ce que réveille ce souvenir en vous.
Je vais à présent vous citer quelques situations, objets, images en rapport avec l'enfance, et je vais vous demander de les imaginer du mieux possible, avec tous vos sens. On commence avec l'odeur des craies. Les marelles dessinées au sol. L'odeur des feutres. Et le bruit qu'ils font sur le papier. L'odeur de la lessive. Le goût des madeleines. L'odeur de la pluie. Le goût de la grenadine. L'odeur des crayons de couleur. L'odeur des crêpes. Et laissez lentement votre esprit chavirer, dériver. Relâchez votre ventre, vos hanches, vos cuisses. Vos genoux, vos mollets, vos chevilles, et enfin vos pieds. Prenez quelques instants pour simplement porter votre attention sur votre corps et ce sentiment de sérénité qui s'installe un peu plus à chaque expire. Portez à présent votre attention sur votre respiration et sur l'air qui entre et sort de vos narines. Vous êtes calme et détendu.
l'histoire du soir. J'ai connu naguère un nommé Giovanni Moroni, personnage sans grande culture. Il était employé dans un établissement de crédit. Italien d'origine, il était venu tout jeune en France chez un de ses oncles, épicier à Montmartre. Giovanni Moroni était un homme d'une trentaine d'années, râblé, rieur et indécis. Il avait oublié l'italien. Ses propos ne sortaient généralement point de la banalité courante. Toutefois, je l'entendis un jour parler de ses jeunes années, et ce récit m'apparut assez saisissant et assez savoureux pour que j'aie tenté de le reproduire. Le voici. Ma mère s'appelait Attilia. Mon père, Beppo Moroni, fabriquait des jouets de bois livrés pour quelques sous aux grands marchands qui les revendaient fort cher. Il s'en plaignait souvent. J'avais toutes sortes de jouets. Des chevaux, des polichinelles, des sabres, des pantins, des soldats, des chariots. Tout était en bois, et souvent je menais un tel bruit, je faisais tant de désordre, que ma mère levait les bras en s'écriant « Vierge sainte, quel vaurien! Ah Giovannino, tu l'as été dès ton baptême. Pendant que le prêtre versait l'eau sur ton front, tu mouillais tes langes. » Et la bonne Attilia me gratifiait de taloches que j'essayais de parer en criaillant et sanglotant désespérément. Cette époque de mon enfance à Rome m'a laissé des souvenirs très précis. Les plus lointains remontent à l'âge de 3 ans. Je me revois surveillant la combustion dans une cheminée sur un feu de bois d'une pomme de pin pignon. Je me souviens des fêtes de l'Épiphanie. J'étais joyeux d'avoir de nouveaux jouets que je croyais apportés par la Befana, cette sorte de fée laide et vieille comme Morgane, mais douce aux enfants et de cœur tendre. Ces fêtes des rois mages, pendant lesquelles je mangeais tant de dragées fourrées d'écorce d'orange, tant de bonbons à l'anis, m'ont laissé un arrière-goût délicieux. Le jour, malgré le froid, je restais avec mon père dans la baraque qu'il tenait sur la Piazza Navona, et où il avait le droit pendant cette semaine d'écouler ses jouets. Beppo me laissait courir d'une baraque à l'autre, et le soir, Attilia, apportant le repas et venant me prendre pour me coucher, devait me chercher longtemps en se lamentant de ce que des bohémiens m'avaient peut-être enlevé. Je me souviens aussi du supplice des cafards qui revenaient chaque mois. Ma mère les réunissait, je ne sais comment, dans un vieux tonneau, et j'étais alors admis à assister à leurs trépas. Ma mère me menait souvent en promenade avec elle, tandis que son mari travaillait à la maison. C'était une belle brune, encore jeune. Les sergents retroussaient leurs moustaches en passant près d'elle. Je l'aimais beaucoup, surtout parce qu'elle avait pour pendant d'oreilles de grands cercles d'or fort lourds. Par ce détail, je la jugeais supérieure à mon père qui, lui, n'avait aux oreilles que 2 petits cercles minces comme du fil. J'avais 5 ans lorsque j'eus ma première frayeur. Un jour, ma mère s'habilla soigneusement et me revêtit de ma plus jolie robe. Nous sortîmes ensuite. Ma mère acheta un bouquet de violettes. Nous arrivâmes dans un vilain quartier, devant une vieille maison. Nous gravîmes un escalier dont les marches de pierre étroites et gauchies étaient devenues glissantes. Une vieille femme nous fit entrer dans une pièce meublée de quelques chaises neuves, puis un homme entra. Il était maigre, assez mal vêtu. Ses yeux flamboyaient étrangement et ses paupières sans cils étaient retournées. Son visage me marqua beaucoup. Elle me consola et m'apaisa en m'achetant un peu de pâte de tamarin que j'aimais beaucoup. Une autre fois, ma mère avait mal aux dents. Le soir, comme elle souffrait, son mari la lutina et plaisanta en disant « C'est le mal d'amour ». Ce soir-là, on me coucha plus tôt que de coutume. Le lendemain, le mal persista. Ma mère dut aller chez les Capucins. Le portier nous fit entrer dans un parloir orné d'un crucifix, d'images pieuses, de branches d'olivier et de palmes bénites.
Un vieux capucin entra et me bénit, tandis que ma mère lui baisait les mains en faisant un signe de croix. Ma mère s'assit, le capucin entoura un davier avec une serviette, se plaça derrière la patiente et lui introduisit l'instrument dans la bouche. L'opérateur fit un effort et une grimace. Ma mère poussa un hurlement et se mit à courir avec moi qui m'accrochais à ses jupes. À la porte du couvent, elle se souvint d'avoir oublié de prendre la dent arrachée. Elle revint au parloir et après des paroles de remerciement, la redemanda. Le religieux nous bénit en nous disant que les dents qu'il arrachait étaient le seul salaire qu'il demanda. Depuis, j'ai pensé que ces dents devenaient probablement et très justement des reliques révérées. Ma mère donnait dans la superstition. J'avoue que je ne la dédaigne pas. Les causes s'enchaînent. La trouvaille d'un trèfle à 4 feuilles désigne peut-être l'approche d'un bonheur. Il n'y a rien d'incroyable à cela. À Strasbourg, l'arrivée des cigognes précède le printemps, l'annonce, et personne n'en voudrait douter. Une fois en été, on avait donné à ma mère l'adresse d'un moine qui tirait les cartes à bon marché. Il habitait seul un couvent désert et nous fit entrer dans une bibliothèque dont le plancher même était encombré de livres. Il y avait aussi des sphères, des instruments de musique et d'astronomie. Le moine était un beau garçon qui portait une couronne de cheveux noirs et drus. Sa robe était tachée de vin, de graisse et marquée de petites saletés consistantes et sèches. Il indiqua une chaise à ma mère qui s'assit et me prit sur ses genoux. Lui-même se plaça dans un fauteuil de l'autre côté d'une table encombrée. Il y avait sur cette table une écritoire, un verre sale et un jeu de cartes crasseux. L'opération dura une demi-heure, prenant toute l'attention de ma mère, tandis que je n'étais occupé que du cartomancien dont la robe s'était ouverte et le montrait nu au-dessous. Il eut l'audace, lorsque les cartes furent épuisées, de se relever ainsi, bestialement impudique, et de refuser les 50 centimes que ma mère lui offrait en faisant semblant de ne rien voir. Il semble que la sorcellerie de ce moine était précieuse pour ma mère puisqu'elle retourna chez lui. Mais il devait l'effrayer, car elle m'emmena toujours comme sauvegarde. Une fois, le moine lui remit un sachet contenant un petit morceau d'or, un autre d'argent, un petit os de mort et un aimant. Il recommanda à ma mère de ne point oublier de donner à manger chaque semaine à l'aimant un peu de mie de pain trempé dans du vin et de ne pas manquer alors de retirer les déjections de l'aimant. Une autre fois, le moine avait préparé un triangle de bois sur lequel étaient ficelées 2 petites chandelles. Il fit ses recommandations à ma mère, qui le soir, lorsque mon père fut sorti pour prendre l'air, alluma les chandelles et porta le triangle aux latrines en prononçant d'étranges paroles qui m'effrayaient. Lorsqu'elle l'eut jeté dans la fosse, il en sortit une grande fumée et nous nous sauvâmes aussi épouvantés l'un que l'autre. La dernière fois que nous allâmes chez ce moine, il donna à ma mère un morceau de miroir en disant « Ceci est un morceau de miroir dans lequel s'est miré Torlonia, l'homme le plus riche de l'Italie. Et sachez que lorsqu'on se mire, on devient comme la personne à qui appartient le miroir. » Ses yeux brillaient et regardaient ardemment ma mère qui détourna la tête en prenant le miroir. Comme je n'ai plus revu Rome depuis mon enfance, je n'en ai que quelques souvenirs vagues et brisés. Je regrette de ne pouvoir mettre l'aventure suivante dans le cadre exact du carnaval romain. Mais je n'étais qu'un enfant et n'ai vu porter dans les bras de mon père que les chars d'où tombaient les confetacci, des bonbonnières, des fleurs. Un soir de carnaval, mes parents, 4 amis et moi étions attablés devant le plat de circonstance, une timbale de macaroni au jus mêlée de foie de poulet, à laquelle devait succéder une timbale douce de macaroni au sucre et à la cannelle. À cette époque, j'avais 7 ans. Mon père essayait de m'apprendre à épeler. Mais je ne goûtais pas ses leçons,
et préférais jouer à l'amour tout seul, ce qui est difficile, mais possible. Lorsque je ne jouais pas à l'amour, il m'arrivait de dire la messe. Une chaise devenait l'autel que je parais de petits candélabres, ciboires, ostensoirs de plomb que m'avait apporté l'abbé Fana. Enfin, lorsque j'étais las de tous les jeux, je me réfugiais dans un coin avec Maldino. Ce personnage tenait une grande place dans ma vie. C'était un pantin peint en vert, en jaune, en bleu et en rouge. Je l'aimais plus qu'aucun autre de mes jouets, parce que je l'avais vu tailler par mon père nourricier. Sa naissance étrange à laquelle j'avais présidé, puis son bariolage, tout concourait à en faire pour moi une sorte de génie que j'aimais croire tutélaire. Je ne sais pourquoi, je l'avais appelé Maldino. Je forgeais des noms pour toutes les choses qui me frappaient. Une fois je vis un poisson sur la table de la cuisine, j'y pensai longtemps, me le désignant du nom de Bionoulour. J'étais un jour en train de causer avec Maldino car je me figurais que le pantin me répondait, lorsqu'on sonna à la porte. C'était la Saint-Joseph. Mon père était sorti. C'était sa fête, et ce jour il le vouait aux Souleries. Ma mère ouvrit et introduisit un monsieur maigre et grisonnant. Il demanda à parler à mon père. « Beppo est sorti, dit ma mère, mais je suis sa femme. » Le monsieur lui tendit une enveloppe en disant « En ce cas, vous pouvez prendre connaissance de cette lettre. » Mais Attilia éclata de rire, baissa les yeux et répondit en rougissant « Je ne sais pas lire. » À ce moment, mon père entra. Il était légèrement émoustillé, et dès qu'il eut lu la lettre que lui tendait le visiteur, il regarda sa femme, lui parla à l'oreille. Elle éclata en sanglots. Le cœur de mon père était attendri par les libations, il se mit à pleurer avec ma mère, et voyant leurs larmes, je me mis à sangloter plus fort qu'eux. L'étranger seul semblait de glace, mais respectait ce désespoir. Lorsque mes larmes furent épuisées, je m'endormis et me réveillai dans un wagon de train en marche. Je ne vis dans le compartiment que mon père. Heureusement, je sentis dans mes bras mon génie, Maldino. Mon père regardait par la portière. Je fis de même. Des paysages à chaque instant interrompus par des poteaux télégraphiques défilaient sous mes yeux. Les portées formées par les fils télégraphiques s'abaissaient, puis remontaient brusquement pour mon étonnement. Je me rendormis et me réveillai lorsque le train s'arrêta. Je frottai mes yeux. Mon père me dit doucement « Giovannino, regarde. » Je regardai et vis derrière la gare une tour penchée. C'était Pise. J'en fus émerveillé et élevai Maldino afin qu'il vît cette tour qui était sur le point de tomber. La nuit, nous arrivâmes à Turin. Nous couchâmes à l'auberge. Le lendemain, mon père me mena au théâtre. Je n'y étais encore jamais allé. Je fus aux anges pendant toute la représentation et ne perdis aucun des gestes des nombreuses marionnettes de grandeur naturelle qui s'agitaient sur la scène. Mais je ne compris rien à l'intrigue de la pièce qui, autant que je m'en souvienne, devait en partie se passer en Orient. Lorsque tout fut fini, je ne pouvais pas le croire. Mon père me dit « Les marionnettes ne reviendront plus. Où sont-elles allées ?» demandai-je en m'assurant que Maldino était toujours dans mes bras. Mais mon père ne me répondit rien. Ensuite, je partis pour Paris avec mon oncle. Ayant achevé son récit, Giovanni Moroni resta longtemps rêveur. J'essayai à plusieurs reprises de connaître ses souvenirs, ses impressions sur les années qui s'étaient écoulées depuis sa première enfance. Mais il me fut impossible de rien tirer de lui sur ce sujet. Au demeurant, je crois qu'il n'avait rien à dire. Bonne nuit. Bonne nuit.